Alors que mes cousins fêtaient leurs héritages millionnaires lors des funérailles de mon grand-père, je restais debout, un peu à l'écart, tenant une enveloppe froissée contenant seulement un billet d'avion. Ce jour-là, tout le monde s'est moqué de moi. 6 mois plus tard, ils me suppliaient de leur pardonner. Je m'appelle Nathan Whitmore et je vais vous raconter comment le pire jour de ma vie est devenu le commencement de tout ce dont je n'avais jamais imaginé avoir besoin. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les joueurs de cette partie que mon grand-père avait orchestrée depuis l'au-delà. Il y avait Preston, mon cousin aîné, vêtu d'un costume Armani à 5 000 $, déjà en train de répéter son discours de PDG destiné aux employés de l'entreprise. Mallory, sa sœur, cachait à peine son excitation derrière ses lunettes de soleil de luxe, sûrement en train de réfléchir quel filtre Instagram mettrait le mieux en valeur son nouveau yacht. Leurs parents, Vernon et Béatrice, se tenaient là tels des vautours qui avaient enfin trouvé leur proie. La main de mon oncle se tendait déjà vers les documents que l'avocat tenait. Et puis il y avait moi, un professeur d'histoire au lycée, qui avait conduit 3 heures dans une Honda Civic aux freins usés, simplement pour dire adieu à la seule personne de cette famille qui m'ait jamais vraiment vu. Mon grand-père Roland avait bâti un empire à partir de rien, transformant un simple bateau de pêche en la Whitmore Shipping Industries. Tout le monde voulait une part de son royaume. Tout le monde, sauf moi. Moi, je voulais juste 5 minutes de plus pour jouer aux échecs avec le vieil homme qui m'avait appris que les coups les plus puissants sont ceux qu'on ne voit jamais venir. Ces funérailles n'étaient pas seulement un adieu. C'était le jour où j'ai compris que parfois, le plus petit des cadeaux cache le plus grand des secrets, et que parfois, ceux qui rient de vous sont déjà debout sur un sol prêt à s'effondrer sous leurs pieds. Mon réveil sonnait à 5h30 chaque matin de semaine, comme il le faisait depuis 6 ans, depuis que j'avais commencé à enseigner au lycée Lincoln à Detroit. Le plafond de mon appartement d'une pièce portait toujours la même tache d'eau que je contemplais depuis 3 ans. Si on plissait les yeux, on aurait dit l'État du Texas. Le chien du voisin aboyait, ponctuel comme une horloge, et j'entendais Madame Chen commencer ses exercices matinaux à travers les murs fins comme du papier. C'était ma vie, prévisible, modeste et complètement différente de l'univers dans lequel j'avais grandi. Être un Whitmore, cela signifiait quelque chose dans certains cercles. Cela voulait dire club nautique et école privée, résidence d'été et portefeuille d'action. Pour moi, cela signifiait choisir entre payer le loyer ou réparer la boîte de vitesse de ma voiture. J'avais tourné le dos à tout cela pour enseigner la Révolution américaine et la Grande Dépression à des adolescents. Mon père, Dennis, avait été le seul à comprendre ce choix. Il est mort quand j'avais 15 ans, une crise cardiaque à son bureau, alors qu'il relisait des contrats pour la division de mon oncle Vernon. Il avait passé toute sa vie à être l'homme responsable, fiable, celui qui ne se plaignait jamais quand Vernon s'appropriait ses idées. Ses dernières paroles pour moi furent: Nathan, ne les laisse jamais te transformer en ce que tu n'es pas. Ton grand-père l'a fait avec moi. Regarde où cela m'a mené. 3 heures plus tard, il était parti. Ma mère, Grace, a ramassé les morceaux. Infirmière à l'hôpital de Detroit, elle enchaînait les gardes de 12 heures pour nous maintenir à flot, après avoir découvert que mon père avait cédé la plupart de ses parts de l'entreprise pour aider Vernon à couvrir de mauvais investissements. C'était lui, toujours en train de réparer les erreurs des autres, persuadé que la famille signifiait sacrifice. Mon grand-père Roland était un mystère dans un costume 3 pièces. Il avait créé Whitmore Shipping avec la prime de sa démobilisation de la marine après la Seconde Guerre mondiale. Quand je suis né, il possédait déjà une flotte de cargos, des entrepôts dans 12 villes et assez d'argent pour tout acheter. Mais il avait une conviction. Il ne croyait pas au fait de donner, mais au fait de mériter. Chaque carte d'anniversaire venait avec un billet de 20 $ et une note disant « Fais en sorte que cela vaille davantage ». Chaque cadeau de Noël était pratique. Des livres sur les affaires ou des certificats de cours de comptabilité en ligne. La seule fois où je l'ai senti vraiment intéressé par moi fut lors de nos parties d'échecs du dimanche. Cela avait commencé quand j'avais 10 ans, juste après avoir gagné le tournoi scolaire. Il s'était présenté chez nous, avait installé l'échiquier et dit: Montre-moi ce que tu as. J'ai perdu en 12 coups, mais il est revenu le dimanche suivant, et le suivant encore.
jusqu'à ce que ces parties deviennent notre rituel. Tu joues comme ton père, m'avait-il dit un jour. Trop soucieux de protéger tes pièces, pas assez concentré sur la victoire. Peut-être que je ne veux pas tout sacrifier juste pour gagner, avais-je répliqué. Il avait alors souri, le premier vrai sourire que je lui avais jamais vu. C'est peut-être pour ça que tu es le seul qui m'intéresse encore, Nathan. Preston et Mallory n'avaient jamais compris nos parties. Preston préférait suivre mon grand-père au bureau, apprendre les marges de profit et les paradis fiscaux. Diplômé de Wharton, la même université que mon grand-père, il le rappelait à chaque occasion. Chaque dîner de famille se transformait en conférence TED de sa part, pleine de graphiques et de mots à la mode. Mallory, elle, avait choisi une autre voie. Elle s'était faite marque. 200 000 abonnés la regardaient de poser sur divers bateaux, vêtus de différentes tenues de créateurs, dans différents ports d'Europe. Elle appelait ça « construire sa plateforme ». Mais en réalité, elle se contentait de brûler l'argent de mon grand-père. Vernon et Béatrice, leurs parents, formèrent le couple puissant, le plus creux que j'aie connu. Vernon était devenu directeur financier de l'entreprise, bien que la plupart du travail réel fût fait par son assistante. Béatrice passait ses journées dans des galas de charité, non pas par générosité, mais pour apparaître dans les pages mondaines. Et moi, j'enseignais la Constitution à 43 adolescents, corrigeais des copies sur une table achetée dans un vide-grenier, et je me sentais plus accompli que n'importe lequel d'eux ne pouvait l'imaginer. C'était ma vie, avant les funérailles, avant l'enveloppe, avant que tout ne change. Je croyais savoir qui j'étais, d'où je venais. Mais je regardais les mauvaises pièces sur l'échiquier depuis le début. Le Rochester Country Club n'avait jamais semblé aussi étouffant que cet après-midi d'octobre. Mon grand-père Roland avait expressément demandé que son testament soit lu ici, dans la même salle lambrissée de chêne où il avait conclu ses plus grands contrats, entre cognac et cigares. La table en acajou reflétait nos visages comme un miroir sombre. Je vis Preston ajuster sa Rolex pour la 3e fois en 5 minutes. Nous venions du cimetière où la pluie d'automne avait transformé l'enterrement en bourbier, ce dont Béatrice s'était plainte pendant tout le trajet. Avant de commencer, déclara maître Harwick, l'avocat de la famille, en ajustant ses lunettes métalliques. Je veux que vous sachiez que Roland a été très précis concernant ses dispositions. Il a revu ce testament une semaine avant son décès. Vernon se pencha en avant, ses mains déjà crispées par l'anticipation. Nous comprenons, Harwick. Roland m'a longuement parlé du plan de succession. Un mensonge, et tout le monde le savait. Mon grand-père ne discutait jamais d'affaires hors du bureau, encore moins pour promettre des postes. Mais Vernon clamait partout qu'il deviendrait PDG, que Preston serait son bras droit et que l'héritage familial était assuré. Très bien, poursuivons. Harwick ouvrit le dossier en cuir. À mon fils aîné, Vernon Whitmore, et à son épouse, Béatrice, je lègue la maison des Hamptons et le portefeuille d'investissement du comte se terminant par 471. Béatrice saisit le bras de son mari, son bracelet de diamants étincelant. La maison des Hamptons. Oh, Vernon, il s'est souvenu combien nous aimions cet endroit. À mon petit-fils, Preston Whitmore, poursuivit Harwick, je lègue la Whitmore Shipping Industries et tous ses actifs opérationnels, à condition qu'ils maintiennent le niveau d'emploi actuel pendant au moins 1 an. Preston se leva si brusquement que sa chaise grinça. Je le savais, grand-père, je ne vous décevrai pas. Il sortait déjà son téléphone, sans doute pour mettre à jour son profil LinkedIn avec le titre de PDG. À ma petite fille, Mallory Whitmore, je lègue l'appartement de Manhattan sur Central Park West, ainsi que le yacht Serenity, actuellement amarré à Newport. Mallory poussa un cri si aigu qu'il aurait pu briser du cristal. L'appartement? Mon Dieu, vous vous rendez compte de ce que ça vaut? Et le yacht? Mes abonnés vont mourir de jalousie. Puis Harwick se tourna vers moi. Je vis dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Et à mon petit-fils, Nathan Whitmore, je lègue ceci. Il sortit une petite enveloppe blanche, usée au coin, avec mon nom écrit dans l'écriture tremblante de mon grand-père. La salle resta silencieuse 2 secondes avant que Preston n'éclate de rire. Tu plaisantes? Sa voix déraillait de rire. C'est tout? Une enveloppe? Je la pris d'une main ferme, bien que mon cœur battît à tout rompre.
Le papier paraissait mince, insignifiant. À l'intérieur, il n'y avait qu'un billet d'avion. Rome. Aller simple. Départ dans 48 heures. Laisse-moi deviner. Preston m'arracha le billet des mains avant que je réagisse. Classe éco! C'est génial! Le prof a gagné des vacances. Mallory filmait déjà avec son téléphone. Nathan, ton visage! Ne t'inquiète pas. Peut-être qu'il t'a aussi laissé quelques miles accumulés. Vernon se leva, redressant sa cravate avec l'assurance de celui qui croit avoir tout gagné. Roland a toujours dit que tu n'avais pas l'instinct de tueur pour les affaires, Nathan. Au moins, il t'a donné quelque chose de plaisant. Rome est magnifique à cette période. C'est sûrement sa manière de te dire adieu, ajouta Béatrice d'un ton mielleux. Un petit voyage pour t'aider à faire ton deuil. Quelle délicatesse! Ma mère, restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. C'est tout, maître Harwick? Ceci conclut la distribution des biens, répondit l'avocat en refermant le dossier. Il y a seulement une lettre personnelle pour Nathan, à ouvrir uniquement à son arrivée à Rome. Une lettre? Preston riait presque aux éclats. Qu'est-ce qu'il va écrire? Désolé que tu sois pauvre, profite de la pizza? Preston, ça suffit, dit Vernon, bien qu'il sourit. Nathan a fait son choix. Il a voulu être professeur. Roland a respecté cela au point de lui offrir un cadeau d'adieu. Nous devrions tous être reconnaissants de ce que nous avons reçu. Je regardais à nouveau le billet. 15 octobre, 15 heures, vol Alitalia 61. Pourquoi si précis? Pourquoi Rome? En des années de parties d'échecs, jamais mon grand-père n'avait mentionné l'Italie. Il parlait de Shanghai, Londres, Hambourg, mais jamais de Rome. Je rangeai le billet dans l'enveloppe. Je suppose que je dois préparer ma valise. Tu vas vraiment y aller? Demanda Mallory, sincèrement surprise. Tu vas poser tes congés maladie pour un voyage aléatoire à Rome? Mon grand-père m'a donné ce billet, répondis-je en les regardant chacun dans les yeux. Le minimum, c'est de l'utiliser. Vernon secoua la tête. Un sentimental, tout comme ton père. Dennis n'a jamais compris, lui non plus, que l'émotion n'a pas sa place dans les affaires. C'est à ce moment que je sus. J'allais absolument monter dans cet avion. Parce que Vernon avait tort sur mon père. Tort sur moi. Et peut-être, juste peut-être, tort sur ce que mon grand-père m'avait vraiment laissé. Le billet ne pesait rien dans ma poche, mais il semblait plus lourd que tous les millions qu'ils venaient d'hériter. En quittant le country club, leur rire résonnant jusqu'au parking, je me souvenais des dernières paroles de mon grand-père lors de notre ultime partie d'échecs. Les meilleurs coups, Nathan, sont ceux que l'adversaire ne voit jamais venir. La pluie avait cessé et, pour la première fois de la journée, le soleil perça les nuages. Ce soir-là, je restais assis à ma table de cuisine, les yeux fixés sur le billet d'avion, tandis que l'écran de mon ordinateur affichait le solde de mon compte. 1847,23 $. Le loyer devait être payé dans 5 jours. Ma voiture avait besoin de nouvelles plaquettes de frein. Et j'avais 43 dissertations sur la guerre de sécession à corriger. Chaque partie rationnelle de mon esprit hurlait que prendre cet avion pour Rome relevait de la folie. Mais je ne pouvais pas cesser de penser au visage de mon grand-père lors de notre dernière partie d'échecs, 2 semaines seulement avant sa mort. Ce jour-là, il était différent. Plus doux, comme s'il avait enfin cessé de jouer un rôle qu'il portait depuis des décennies. Nathan, dit-il, en déplaçant son cavalier dans un schéma que je ne connaissais pas, qu'est-ce que tu sais de la confiance? Qu'elle se gagne, elle ne se donne pas, répondis-je, répétant la leçon qu'il nous avait inculquée depuis toujours. Non, garçon. La vraie confiance, c'est savoir quand suivre sans comprendre pourquoi. Ton père savait cela. Il m'a confié quelque chose un jour, quelque chose de précieux, et j'ai échoué. Mais toi, Nathan, tu es différent. Tu n'attends rien de moi. Jamais, grand-père. Je sais. C'est pour ça que, le moment venu, tu me feras confiance, même quand tous les autres penseront que tu es fou. Maintenant, en tenant ce billet, ces paroles semblaient moins un souvenir qu'un message. Je pris mon téléphone et appelai ma mère. J'y vais, dis-je dès qu'elle décrocha. Je le savais, répondit Grace sans hésitation. Ton grand-père m'a appelé le mois dernier. Il n'a rien dit de précis, juste que je devais soutenir la décision que tu prendrais après les funérailles. Maman, c'est insensé. Je ne peux pas manquer le travail.
J'ai des responsabilités. Nathan, ton père m'a confié un jour que Roland n'avait pas toujours été l'homme que nous connaissions. Il a dit qu'il y avait eu un avant et un après dans la vie de son père, et que nous n'avions connu que l'après. Peut-être que cela concerne l'avant. Le lendemain matin, je me rendis au lycée Lincoln pour organiser mon remplacement. La directrice, Dr. Washington, n'apprécia pas ma demande soudaine. Mais comme je n'avais pas pris un seul congé en 6 ans, elle finit par accorder 3 jours d'absence. 3 jours pour voler jusqu'à Rome et découvrir à quel jeu mon grand-père jouait. Monsieur Whitmore, ça va demanda Jasmine, une de mes élèves les plus brillantes, après mon dernier cours. Je réfléchis à l'histoire, Jasmine, à la manière dont les moments les plus importants ressemblent à rien du tout quand ils se produisent. Je fis une petite valise, 2 changements de vêtements et le vieux journal en cuir de mon père, que je portais avec moi depuis son enterrement. La course en Uber jusqu'à l'aéroport métropolitain de Detroit me coûta 32 dollars que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Mais j'étais déjà engagé dans cette folie. À la porte d'embarquement, en attendant, je sortis de nouveau l'enveloppe. C'est alors que je remarquai un détail que j'avais manqué. Dans un coin, presque invisible, un chiffre écrit au crayon. 1947. L'année où mon grand-père avait eu 22 ans. L'année après avoir quitté la marine. L'hôtesse annonça l'embarquement de mon groupe. Je me plaçai dans la file, derrière une famille qui se disputait à propos des places. La mère essayait de gérer 2 enfants, tandis que le père ne lâchait pas son téléphone. Des gens normaux, avec des problèmes normaux, pas en train de se demander pourquoi leur grand-père décédé les avait envoyés dans un voyage mystérieux à travers l'Atlantique. Mon siège. 32B. Du milieu, tout au fond. Bien sûr, Preston avait eu raison. Classe économique. L'homme à ma gauche ronflait déjà. La femme à ma droite avait accaparé les 2 accoudoirs et regardait un film sur son iPad, sans écouteurs. Alors que Détroit rétrécissait sous mes yeux et que l'avion prenait de l'altitude, je pensais à Preston, sûrement déjà installé dans le bureau de mon grand-père, assis dans son fauteuil, se sentant comme un roi. Mallory, sans aucun doute, postait déjà une photo du coucher de soleil depuis le yacht. Vernon et Béatrice devaient être en train de consulter des conseillers financiers pour planifier comment dépenser leur nouvelle fortune. Et moi, coincé en classe éco, en route vers un mystère que je n'avais pas les moyens de poursuivre. Mais quelque chose sonnait juste. Pour la première fois depuis la mort de mon grand-père, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. L'hôtesse passa avec le chariot. « Monsieur, quelque chose à boire ?»« Juste de l'eau, merci. » En ouvrant la bouteille, je me souvenais d'une autre leçon d'échec. Une fois, mon grand-père avait sacrifié sa dame, la pièce la plus puissante, pour remporter la partie. J'avais été choqué, incapable de comprendre pourquoi il renoncerait à tant. Le pouvoir, Nathan, ce n'est pas ce que tu possèdes, m'avait-il expliqué. C'est ce que tu es prêt à perdre pour obtenir quelque chose de mieux. La plupart ne voient pas au-delà de la perte. C'est pour ça qu'ils ne gagnent jamais vraiment. L'avion vira vers l'est, plongeant dans la nuit, en direction de Rome et de tout ce que mon grand-père y avait caché. Mes cousins pensaient avoir hérité de tout ce qui comptait. Mais alors que je m'installais pour 8 heures de vol, j'avais la sensation que la véritable partie de mon grand-père ne faisait que commencer, et que j'étais le seul pion qu'il avait placé sur l'échiquier. Les roues touchèrent la piste de l'aéroport de Fiumicino, à Rome, exactement à 15h07 heure locale. Mes jambes étaient engourdies, mon dos me faisait souffrir, et je n'avais presque pas dormi durant les 8 heures de vol. Les annonces en italien se mélangeaient à l'anglais pendant que l'avion roulait jusqu'à la porte d'embarquement. Et soudain, la réalité me frappa. J'étais à Rome, sans réservation d'hôtel, sans plan, sans aucune idée de ce que je devais faire. Le passage à l'immigration fut un flou de tampons et de questions. « Motif du voyage ?» demanda l'agent, en anglais, avec un accent prononcé. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée, » répondis-je, trop fatigué pour mentir. Il me lança un drôle de regard, mais tamponna mon passeport. « Bienvenue en Italie. » Je suivis la foule vers le hall des arrivées, bien que je n'ai qu'un bagage cabine. C'était le chaos. Familles qui se retrouvaient, chauffeurs brandissant des pancartes pour des hommes d'affaires, touristes égarés. J'allais me diriger vers la sortie quand je le vis.
Une pancarte professionnelle portant mon nom, Nathan Whitmore, tenue par un homme en costume noir élégant. Mon cœur s'arrêta un instant. J'avançai prudemment. Je suis Nathan Whitmore. Le visage du chauffeur s'illumina de soulagement. Monsieur Whitmore, enfin, venez vite, s'il vous plaît. Son anglais était fortement accentué, mais parfaitement compréhensible. Qui vous envoie? Votre grand-père. Il a tout organisé il y a plusieurs mois. Je m'appelle Lorenzo. Venez, nous avons une longue route. Avant que je puisse protester, il prit ma valise et me conduisit vers une Mercedes noire qui valait plus que 2 ans de mon salaire. L'air d'octobre était doux, rien à voir avec le froid automnal de Détroit. Lorenzo ouvrit la portière arrière et je m'installai sur les sièges de cuir, aussi moelleux que des nuages. Où allons-nous? Demandai-je, alors qu'il quittait le trottoir. Au domaine Montouri, à 1 heure au nord, dans les collines Sabines. Je ne comprends pas. Mon grand-père n'a jamais parlé d'un domaine en Italie. Lorenzo croisa mon regard dans le rétroviseur. Monsieur Roland en était propriétaire depuis 45 ans. Il venait chaque mois de septembre, une semaine, toujours seul. 45 ans, depuis 1980. J'avais 12 ans à l'époque. Rien n'avait de sens. Nous quittâmes l'étendue urbaine de Rome pour grimper dans des collines couvertes de vignes et d'oliviers. Le paysage était d'une beauté douloureuse, digne d'un film sur la redécouverte de soi en Italie. Lorenzo conduisait avec cette assurance typiquement italienne, avalant les virages à une vitesse qui me faisait agripper la poignée de la portière. Comment avez-vous connu mon grand-père? Demandai-je. Mon père était son chauffeur d'abord. Quand il est mort, j'ai pris la relève. 20 ans déjà. Je conduisais M. Roland à chacune de ses visites. 20 ans de visites de septembre, et personne dans la famille n'en avait jamais rien su. Qu'avait-il encore caché? La route devint plus étroite, serpentant à travers un petit village où des vieillards assis devant un café nous observaient passer. Puis Lorenzo tourna dans une allée bordée de cyprès. Au bout, des grilles automatiques s'ouvrirent toutes seules, révélant une villa qui me coupa le souffle. 3 étages de pierre couleur miel, des terrasses surplombant des vignes à perte de vue, des jardins dignes d'une peinture de la Renaissance. Lorenzo gara la voiture devant d'immenses portes de bois massif, vieilles de plusieurs siècles. Avant que j'aie le temps de réaliser, les portes s'ouvrirent. Une femme âgée apparut. Elle était élégante d'une grâce qui n'avait rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec la dignité. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon simple, ses yeux de la même nuance d'acier que ceux de mon grand-père. Elle s'avança lentement vers moi, les larmes coulant sur son visage. Je sus déjà, avant même que Lorenzo ne prononce les mots qui allaient tout changer. Nathan, dit-il doucement, voici votre grand-mère, Sophia Whitmore. Le monde bascula. Je dus m'appuyer sur la voiture pour ne pas tomber. Impossible, ma grand-mère est morte avant ma naissance. Sophia saisit mes mains avec une force surprenante. Votre grand-mère américaine, Carole, est morte. Mais moi, je suis bien vivante. Son accent était musical, son anglais parfait, bien que formel. Elle scruta mon visage comme pour l'imprimer dans sa mémoire. Tu as ses yeux, murmura-t-elle. Mais l'esprit doux de ton père. Viens, Nathan. Il y a tant à te dire. L'intérieur de la villa respirait une élégance sobre, rien à voir avec le faste criard de la demeure de Vernon et Béatrice. Sophia me conduisit dans un salon dont les murs étaient couverts de photographies. J'y vis mon grand-père, jeune et riant, debout devant une petite église. Une photo de mariage. Roland et Sophia, à peine dans la vingtaine, rayonnant de bonheur. Nous nous sommes mariés en 1947, dit Sophia, observant ma réaction. Roland était venu en Italie avec la marine et il était resté après la guerre pour participer à la reconstruction. Nous nous sommes rencontrés lors d'un bal à Rome. Il était si beau, si plein de rêves. Nous avons commencé avec rien, juste quelques hectares de vignes qu'un ami nous avait vendus pour presque rien. Elle versa 2 verres de vin d'une carafe en cristal. Ceci vient de notre domaine. Nous l'appelons Heredita, héritage. Le vin était extraordinaire, complexe et riche. Je ne comprends pas, mon grand-père avait donc une vie entière ici. Plus qu'une vie, Caro. Il avait une famille, moi
notre fils Augusto, les petits-enfants qu'il n'a jamais connus parce qu'il a choisi l'Amérique à la place. Il vous a abandonné. La guerre de Corée a éclaté. Roland s'est senti appelé par le devoir. Il devait partir 6 mois. Mais en permission, il a rencontré ta grand-mère américaine. Elle était enceinte de Vernon. Un homme honorable m'aurait divorcé. Mais Roland ne pouvait pas renoncer à l'une ou l'autre de ses vies. Alors, il a gardé les deux séparés, en secret. Mes mains tremblaient. Il a vécu dans le mensonge. Non, Nathan. Il a vécu deux vérités. Il nous a aimés différemment. Le vignoble a prospéré. Il envoyait de l'argent, venait chaque année, mais il n'a jamais su choisir, jusqu'à aujourd'hui. Sophia s'approcha d'un vieux bureau et en sortit un dossier épais. Whitmore Vineyards International. 47 millions de dollars d'actifs. Tout est à toi, Nathan. Il a été très clair. Ni Vernon, ni Preston. Toi. Les documents étaient accablants. Actes, contrats, relevés bancaires. La preuve que mon grand-père avait bâti un empire séparé de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce qui me bouleversa le plus fut la vidéo que Sophia lança sur un vieil ordinateur portable, enregistré 1 mois avant sa mort. Le visage de Roland remplit l'écran. Pour la première fois, il semblait en paix. Nathan, si tu regardes ceci, c'est que tu m'as fait assez confiance pour prendre l'avion. Bien. Tu as toujours été le seul à comprendre que certaines choses comptent plus que l'argent. Tes cousins ont reçu ce qu'ils voulaient, l'apparence du succès. Mais les apparences sont trompeuses. Il se pencha vers la caméra. Whitmore Shipping perd de l'argent depuis 3 ans. Je l'ai caché dans les comptes, mais Preston va hériter d'un désastre. L'appartement a 3 hypothèques. Le yacht est en leasing. La maison des Hamptons, la banque en possède 70%. Je leur ai donné exactement ce qu'ils valorisaient, des trophées creux, dorés seulement à l'extérieur. Mais toi, Nathan, tu venais chaque dimanche jouer aux échecs. Tu ne demandais rien. Tu ne cherchais aucune place. Tu as choisi d'enseigner plutôt que l'argent, parce que tu voulais du sens. Alors, je te donne ce que tu n'as jamais demandé. La vérité, une famille, et oui, une richesse bien réelle. Son regard redevint perçant. Ah, et Nathan, ton prochain coup t'appartient. Mais voici mon conseil. Preston t'appellera dans 1 mois, suppliant ton aide. Sois plus généreux avec lui qu'il ne l'a été avec toi. C'est cela qui fait de toi un homme meilleur. Échec et mat, mon garçon. L'écran s'éteignit. Sophia posa doucement une main sur mon épaule. Il parlait de toi tout le temps. À chaque visite, des histoires sur son petit-fils, le professeur qui avait choisi le sens plutôt que l'argent. Je passai 3 semaines en Italie, apprenant tout. Mon oncle Augusto, si semblable à mon père que cela m'en serrait la poitrine, gérait le vignoble avec une efficacité tranquille, sans amertume d'avoir été le fils caché. Mes cousins italiens, Marco et Elena, m'accueillirent comme un frère. Ils m'enseignèrent le vin, la terre et le grand-père qu'ils avaient connu, un homme plus léger, riant dans les champs, les mains dans la terre. Rien à voir avec l'homme d'affaires que j'avais connu. L'appel de Preston arriva exactement 23 jours plus tard, alors que j'étais de retour à Detroit. Minuit. Nathan, il faut qu'on parle. Sa voix n'avait plus aucune arrogance. L'entreprise est en faillite. Les comptables ont tout découvert. Papa a perdu la maison. L'appartement de Mallory a été saisi hier. Tout est parti. Je suis désolé, Preston. Non, tu ne l'es pas. Et tu ne devrais pas l'être. Nous avons été horribles avec toi. Mais le grand-père t'a laissé quelque chose de réel, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tu le mérites. Tu étais le seul à vraiment l'aimer, lui, pas son argent. Le lendemain, je lui fis une offre. Gérer la distribution américaine des vins Heredita. Salaire, pas de part. Il accepta immédiatement. Mallory mit plus de temps à ravaler son orgueil, mais finit par accepter elle aussi. Elle découvrit qu'elle avait un vrai talent pour le marketing, quand il s'agissait de vendre quelque chose de réel. Aujourd'hui, elle est fiancée au fils de Lorenzo, vit à Rome et apprend le métier depuis le bas de l'échelle. Vernon et Béatrice ont emménagé dans un petit appartement du New Jersey. Vernon a trouvé un poste de comptable. Béatrice, un emploi chez Nordstrom. Ils ne me parlent plus, mais Preston dit qu'ils sont plus heureux ainsi, forcés de dépendre l'un de l'autre plutôt que de l'argent.
Ma mère s'est installée dans la maison d'amis d'une propriété en Californie que j'ai achetée avec mon premier paiement de distribution. Elle a pris sa retraite d'infirmière et passe ses journées à peindre, ce qu'elle avait toujours voulu faire, sans jamais en avoir le temps. Et moi, j'enseigne encore, mais seulement à mi-temps. L'été, je le passe en Italie, apprenant le métier du vin, découvrant la famille que je n'avais jamais connue. Mes élèves trouvent hilarant que leur professeur d'histoire soit propriétaire d'un vignoble. J'en profite pour leur enseigner le commerce international, l'agriculture et les entreprises familiales. La semaine dernière, je jouais aux échecs avec Augusto à la villa, lorsqu'il me dit quelque chose qui me glaça. Ton grand-père disait toujours que le gagnant n'est pas celui qui prend le plus de pièces, mais celui qui sait lesquelles comptent vraiment. Je regardais l'échiquier, puis les vignes par la fenêtre, puis la photo de mon grand-père au mur, jeune et plein d'espoir, en 1947. Il a gagné, dis-je. Il a juste fallu 60 ans pour que la partie se termine. Augusto sourit. Non, Nathan, c'est toi qui as gagné. Tu ne savais simplement pas que tu jouais. Cette enveloppe froissée, dont tous s'étaient moqués, n'était pas seulement un billet d'avion. C'était une invitation à découvrir qui j'étais vraiment, d'où je venais, et ce qui importait réellement. Mon grand-père avait donné à mes cousins ce qu'il pensait vouloir. À moi, il avait donné ce dont je ne savais pas avoir besoin. La dernière bouteille de vin qu'il avait produite de ses propres mains se trouve dans mon appartement de Détroit, encore scellée. L'étiquette indique Heredita 2024. En dessous, de son écriture, pour Nathan, qui a compris que le meilleur héritage n'est pas ce qu'on te donne, mais ce qu'on te confie à poursuivre. Chaque dimanche, je joue encore aux échecs. Parfois avec Augusto, en Italie, parfois avec mes élèves, à Détroit, parfois seul, en pensant à ce vieil homme qui avait orchestré la plus longue partie que j'ai jamais vue. Il m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en vérité, en famille et dans le courage de faire confiance quand rien n'a de sens. J'ai compris que l'échiquier que les autres regardaient n'était qu'une distraction. La véritable partie se jouait ailleurs, sur un autre plateau, dans un autre pays, dans une autre langue. Et mon grand-père avait fait en sorte que moi seul reçoive l'invitation pour y jouer.